Mesdames, messieurs, Mais dites-moi, comment allez-vous? Ma foi, comme un lundi. Le Logos Club. Logos Club. à tous ceux qui rêvent du bonheur. Logos Club. Mon journal audio. Chapitre 5. Le doux fruit du hasard. Salutations à vous, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Suite à ma dernière publication privée, le Pilgrimistic Post numéro 14, jeudi dernier, il est plus que temps de mettre en pratique ici, dès aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre du livre premier du Logos Club, ce que j'appelais de mes vœux dès l'initiation de ce projet. Vœux que j'ai donc renouvelés jeudi dernier dans cette lettre destinée à mes abonnés intitulée Mea culpa. Je ne vais pas renouveler ici ces excuses artistiques et pour ceux que cela intéresse, je vous invite vivement à vous abonner au Pilgrimistic Post. Ainsi, vous recevrez chaque jeudi un petit essai philosophique de ma part directement dans votre boîte mail. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de suivre le lien que je mettrai en description de cet épisode ou d'aller sur mon site internet abibamoon.com à la rubrique Newsletter. C'est pour être un peu plus authentique et tenter de coller le plus possible à l'absolue sincérité que j'aimerais rendre plus vivant, ou tout du moins un peu moins docte, mes propositions podcastiques dans ce Logos Club, qui, je vous et me le rappelle, se veut être le laboratoire de ma pensée à l'œuvre. Aussi, évidemment, je tiens à rassurer ceux qui m'écoutent pour s'instruire ou apprendre et se cultiver. Je pense que vous ne serez jamais en reste, puisque je continuerai de raconter ici tout ce que j'apprends, étudie et découvre au fil des semaines. Cependant, j'aimerais ajouter à cela aussi un peu et toujours plus de spontanéité, de drôle et de moi. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas un professeur qui cherche ou qui prétend détenir la vérité sur tel ou tel sujet et ainsi rendre public un quelconque cours via ce podcast. Non. Je suis une chercheuse, une enquêtrice, et j'aime partager non seulement les choses que je découvre, mais aussi et surtout les questions que je me pose et qui mènent à ces réponses et découvertes que j'aime vous partager. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet du jour, et rien de mieux pour commencer que de vous faire le récit d'une drôle d'aventure littéraire qui m'est arrivée la semaine passée. Les synchronicités, ces phénomènes qu'on attribue couramment au hasard, mais hasard en qui je ne peux plus croire, tant ces surprenantes coïncidences ponctuent ma vie. Par exemple, souvenez-vous, le jeudi 21 décembre 2023, dans la 7e édition du Pilgrimistic Post intitulée « L'art de choisir un livre », je racontais, avec force détail, comment j'étais tombée sur la lecture de la 7e fonction du langage de Laurent Binet, et comment au cours même du processus de cette lecture, j'avais été ébahie, voire sidérée par la concomitance d'un palmito fictionnel et bien réel. Ah, oui, je n'en dirai pas plus, cela incitera probablement ceux qui veulent comprendre le rapport entre les palmitos, Laurent Binet, Roland Barthes et le langage, à s'abonner à ma newsletter hebdomadaire. Qui sait? Et là, je viens de réaliser une synchronicité supplémentaire avec le fameux chiffre 7. Rendez-vous compte, c'est dingue tout de même. J'écris sur un livre intitulé La 7e fonction du langage, lors de l'édition de ma 7e lettre. Vous voyez, c'est assez fou quand même tout cela. Bon. Du coup, où en étais-je? Ah oui, les synchronicités littéraires. Donc, celle-ci datait de fin décembre dernier. Et la semaine passée, bim! Encore une nouvelle synchronicité de ce genre. Celle-là est allée encore plus loin, et donc je prends plaisir à vous la narrer. Afin d'assouvir ma soif de curiosité en matière de travail littéraire, ces derniers temps, je me renseigne beaucoup sur les coulisses des créateurs, en l'occurrence sur la manière dont les romanciers créent leurs livres. Je veux tout savoir. Comment leur vient l'inspiration? Comment organisent-ils leur journée d'écriture? Où est-ce qu'ils écrivent? Comment travaillent-ils leur texte une fois celui-ci considéré comme terminé? Est-ce qu'ils écrivent tous les jours? Combien d'heures par jour? Qu'est-ce qu'ils mangent? Font-ils d'autres activités? Lisent-ils plus ou moins lorsqu'ils écrivent? Combien leur rapporte et leur coûte la rédaction d'un livre? Comment font-ils pour être édités? Quelles sont leurs relations avec leurs éditeurs, etc. Ainsi, j'ai, pour satisfaire cette grande curiosité, plusieurs sources où m'abreuver. Certains livres qui décrivent le travail d'un auteur en particulier, des textes autobiographiques, des autofictions, des articles que rédigent des auteurs eux-mêmes sur ce sujet. Je citais d'ailleurs jeudi dernier, toujours dans ma newsletter, un extrait d'un texte publié par Jack London donnant des conseils à tout auteur voulant être publié.
Il y a aussi des interviews, des vidéos où les auteurs racontent leur routine d'écriture. Mais ce qui, ces derniers temps, a toute ma préférence, ce sont les excellents podcasts de Richard Guettet, dont je mentionnerai d'ailleurs le lien en description de cet épisode, pour le compte d'Arte Radio. Bookmakers. Les écrivains au travail. Richard Guettet reçoit pour des séries de 3 épisodes des auteurs français ou francophones contemporains. Ah oui, c'est plus facile de faire parler les vivants que les morts, encore que. Cela n'est pas totalement impossible. Regardez par exemple Chateaubriand et ses Mémoires d'outre-tombe. Donc, des auteurs, essentiellement des romanciers, auteurs donc de fiction, et français contemporains. Au départ, je vais être totalement honnête avec vous, et j'y reviendrai peut-être une autre fois plus longuement, j'avais beaucoup de mal avec la littérature de fiction française et encore plus contemporaine. D'ailleurs, j'ai eu longtemps beaucoup de mal avec la fiction tout court. Non que je ne l'aimasse pas, mais au contraire, je l'aimais trop, et m'en interdisais donc la lecture, puisque je considérais que le temps que je consacrais à lire de la fiction, je ne le passais pas à lire et étudier mes manuels de droit, d'économie, de finances publiques, notamment lorsque j'étais à Sciences Po Paris. Alors je me consolais en lisant de la fiction, certes, mais américaine et en version originale, me disant que pour le coup, au moins cela me permettrait d'améliorer mon anglais. C'est donc très récemment que j'ai abandonné toutes mes réticences, après des dizaines d'années à ne considérer que la non-fiction, tout ce qui est philosophique et qui ne raconte pas d'histoire, et je dénigrais tout ce qui est fictionnel, car mensonger. De là, les choses se sont passées en plusieurs étapes. Étape 1, réconciliation avec la fiction, qui finalement ne ment pas. Étape 2, découverte et appréciation de la fiction francophone contemporaine. Bon, évidemment, il y a un paquet d'étapes entre la première et la seconde, notamment la redéfinition d'un classique, l'acceptation de ma propre opinion sur un texte, en dépit du marketing et des prises en tout genre. Mais voilà que je m'éloigne un peu. Donc, pour revenir là où j'en étais, Richard Guettet, dans un podcast hosté par Arte Radio, publié en 2021, je crois, des séries d'interviews d'auteurs que je ne connaissais pas, ou dont j'avais seulement entendu parler sans en avoir rien lu. Ces auteurs français étaient tous romanciers, contemporains et plus ou moins connus. Richard Guettet lui-même, auteur ou apprenti auteur, pose donc quasi systématiquement les mêmes questions à ses invités. Et je pense qu'il fait cela aussi à titre tout personnel, puisque ces questions, en tant qu'auteur et qu'apprenti auteur, il se les pose nécessairement. Du coup, ayant une notoriété que je n'ai pas, il a fait le boulot à ma place, et je me nourris avec délectation des partages des auteurs qu'il a pu rencontrer. Parmi eux, certains m'ont énormément marqué en tant que personne ou par les sujets qu'ils ont abordés dans leurs livres. Inévitablement, presque chaque auteur marquant s'est retrouvé dans ma liste de livres à lire. Et cela tombe vraiment à merveille puisqu'à la médiathèque de la ville où j'habite, là où les étagères dédiées à la philosophie sont d'un vide terrifiant, là où il n'y a aucun livre de Roland Barthes, mais rendez-vous compte, eh bien, pour le coup, la littérature romanesque française contemporaine, quant à elle, est omniprésente. Et je n'ai eu aucun mal à trouver les livres que j'avais envie de lire, suite notamment à l'écoute de Bookmaker, ce fameux podcast dont je vous parle depuis tout à l'heure. Parmi les auteurs coup de cœur, voire coup de poing, dont je voulais absolument emprunter les livres, il y avait Chloé Delhomme, Delphine de Vigan, pour les récits de vie, pour la folie, Tristan Garcia, pour l'érudition, l'imagination et la philosophie, Nicolas Mathieu, pour le style et pour son charme, et Lola Lafont, cette dernière, contrairement aux précédents, c'était exclusivement pour un seul de ses livres qu'elle m'intéressait. En fait, elle-même ne m'intéressait pas spécialement en soi, mais son livre, le récit qu'elle en a fait, la manière dont elle l'a écrit et le sujet qu'il aborde, il fallait absolument que je le lise. Ce livre s'intitule « La petite communiste qui ne souriait jamais ». Parce qu'il parle de sport, parce qu'il parle de Jeux Olympiques, parce qu'il parle de petites filles de l'Est venues faire éclat de leur superbe en 1976 au JO de Montréal, parce que Lola Lafont écrit merveilleusement bien sur le corps, elle a été formée à la danse classique en Roumanie. Bref, pour tout plein de raisons, explicables ou non, il fallait vraiment que je lise ce livre. Ma liste de livres ainsi faite, et afin d'éviter d'avoir à fouiller les rayonnages de la médiathèque, ou pire encore de devoir demander aux bibliothécaires de l'aide, lundi dernier, jour de fermeture de ce saint lieu,
Je me rends sur mon compte en ligne et réserve tous les livres disponibles que j'avais sélectionnés parmi ceux des auteurs mentionnés. C'est le mercredi, le pire jour, celui des enfants qui hantent la médiathèque, je vais pour récupérer ma pile de livres auxquels j'avais ajouté 3 petits Annie Ernaux, parce que voilà, hein. Et en plus, Nicolas Mathieu la cite comme une de ses modèles. Bref, de retour à la maison, alors que se pose la question de « par quoi vais-je bien pouvoir commencer ma lecture ?» je me ravise me disant qu'avant de plonger dans ce presque millier de pages à lire, il me faut absolument enfin mettre en place ce fameux journal de lecture. Parce que j'en avais marre de lire autant de livres et de n'en garder que de brefs souvenirs, même si j'ai dû paraître fort bien organisée dans mes lectures. Rappelez-vous, lorsque j'en parlais dans le chapitre 3 du Logos Club, où je racontais que j'annotais les livres et avais un carnet de notes où j'y consignais les choses dont je voulais me souvenir. Eh bien, tout cela est vrai, sauf que la partie prise de notes, mémoire de la lecture n'est pas encore parfaite, ou en tout cas, elle est disparate, multiple et me fatigue. Tantôt je collecte les citations, les références, les fiches de lecture d'un livre dans un carnet papier, tantôt sur des fiches dans mon Zettelkasten System, tantôt c'est dans l'application Bloc-Notes de mon iPhone, tantôt en prenant des photos, puis en surlignant sur celle-ci les choses dont je veux me souvenir, ou parfois encore, lorsque je suis hyper motivée et déterminée, dans une page de Notion, avec tout plein de propriétés fort utiles qui me permettent de classer et retrouver potentiellement les livres que j'ai préférés, etc. Bon. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore trouvé le système parfait, mais qu'à cela ne tienne, je teste et testerai encore pas mal de choses. C'est ainsi, pensant que ce serait vraiment bien d'avoir toujours à portée du doigt l'ensemble de mon journal de lecture, que j'envisageais sérieusement la version numérique, plus encore que la version papier, que je remplis une fois tous les 6 mois, qui ne fonctionne pas compte tenu du nombre de livres lus par semaine. C'est alors que je me suis dit, pourquoi pas mettre tout ça sur Instagram ? Les couvertures des livres lus, puis dans le carrousel d'images suivant, les moments importants photographiés dont je veux garder une trace. Non seulement j'ai toujours mon téléphone avec moi, donc Instagram dedans, et ainsi, plus besoin d'organiser ailleurs toutes ces images noyées dans ma pellicule photo, et en plus, cela permettrait de rendre un peu plus vivant mon compte, vide depuis 2019, sur lequel je ne veux plus rien ou ne sais plus vraiment quoi partager, d'autant que ces fiches de lecture me seraient certes bien utiles, mais le seraient aussi probablement pour d'autres. Combien de fois j'ai été attirée par la lecture d'un livre alors que j'en avais vu la promotion ou l'avis donné sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je me suis dit que je tenais une vraie bonne idée et qu'il fallait maintenant oser m'y mettre. Alors que je réfléchissais au fait qu'il y aura probablement des lectures pratiques, pas du tout intéressantes pour autrui ou que je ne souhaite pas spécialement rendre publiques, je scrolle et traîne sur Instagram. Que d'ailleurs je viens de réinstaller sur mon téléphone puisque je déteste cette application tant elle vole mon temps. Ainsi donc, pendant que mon temps était volé, je regardais et cliquais sur les ronds rouges vifs de mes derniers destinataires dans la messagerie. La ville où j'habite y était présente, en effet. Il y a quelques mois, alors que cette ville était plongée dans le noir total, en pleine soirée, sans électricité pour personne, ayant tenté d'appeler les gendarmes, les pompiers et le distributeur d'électricité, j'en suis venue à contacter par Instagram la ville. Le pauvre community manager a dû être submergé de messages. Aussi, le compte Instagram de la ville était resté présent dans mes destinataires récents. Je cliquais sur ce fameux rond rouge indiquant une publication toute fraîche, et que vois-je ? Ébahi. Je n'en revenais pas. On annonçait la représentation théâtrale de First Perfect. Mais une photo qui accompagnait cette information attira mon œil. C'était Nadia. Nadia C., l'héroïne du roman de Lola Lafont, la fameuse petite communiste qui ne souriait jamais, qu'elle a publié en 2014 et que je venais quelques heures à peine auparavant de récupérer à la médiathèque. L'annonce indiquait une représentation le vendredi 9 février à 15h sur réservation uniquement. On était mercredi soir, je n'avais pas du tout commencé la lecture du livre, que déjà il me fallait l'avoir fini pour vendredi 14h30 au plus tard. Challenge accepted. J'engloutissais donc les 318 pages entre le lendemain matin, jeudi, et jusqu'au vendredi 14h25 pile. Pfiou. J'étais dans les temps. Ce que j'ai pensé du livre, il est tout bonnement parfait. Et pourtant, je suis difficile à convaincre. Mais vraiment, rien n'étant trop, la lecture a été captivante, la narration et la forme originale m'ont vraiment emporté.
Lola Lafont signe chez Actes Sud un très beau roman. En chemin vers le théâtre, je suis à la fois excitée parce que je ne connaîtrai pas la déprime liée à la fin d'un bon livre, parce que l'aventure continue dans cette Roumanie des années 80 et que je vais pouvoir continuer de vivre aux côtés de Nadia, qui nous a tant fait rêver. En même temps, je me dis, mais comment réussir à faire une pièce de théâtre à partir de ce roman ? Et à partir de n'importe quel roman d'ailleurs. Je m'attendais à être nécessairement déçue de la prestation toute provinciale d'une troupe dont je n'ai jamais entendu parler, mais tant pis, il faut y aller. Arrivé au théâtre, pas grand monde. Je suis parmi les premiers, une ambiance d'amateurisme écœurant m'accueille. Je ne peux m'empêcher de demander si c'est une représentation de la troupe associée à ce théâtre, troupe dont la description et production ne m'ont jusqu'alors jamais attirée et que je rechigne, j'avoue, à fréquenter. On me dit qu'il s'agit d'une restitution publique d'une fin de résidence d'une troupe de la région. Ouf, ce ne sera pas la troupe habituelle. J'apprends ensuite, lorsque le petit public amassé dans le hall est là à attendre, par la bouche de celle qui est le metteur en scène, que nous allons assister à la restitution publique, donc, du travail qu'il réalise depuis 15 jours en résidence dans ce fameux théâtre. Elle nous apprend également que sera représentée aujourd'hui uniquement la première partie de l'histoire racontée dans le roman de Lola Lafont et qu'ils ont obtenu les droits auprès d'Actes Sud pour pouvoir mettre en scène ce livre. Bon, j'ai hâte, je déteste attendre qu'on en finisse, que je puisse passer enfin à autre chose et commencer à lire mes autres romans. J'avoue que je ne pensais pas qu'il sortirait quelque chose d'intéressant de cette prétention théâtrale face à un texte si parfait et à une histoire que les journaux de l'époque ont racontée dans toutes les langues. Enfin, dans la salle, on nous explique encore que tout n'est pas au point, que la lumière sera différente, qu'il y aura un travail sur les costumes. Oui, bon, ok, c'est bon, on a compris, maintenant vous jouez. Noir, silence, c'est parti. 3 femmes sur le plateau, immobiles. Un violoncelle, une guitare, des micros, ok. Une lumière rase sur le centre. Une musique électronique avec de lourdes basses monte crescendo. Ça y est, on y est. Bon, c'est long le début quand même. Quand est-ce que ça joue vraiment ? Quand est-ce qu'ils vont commencer à représenter toute cette folie athlétique sur un si petit plateau d'ailleurs ? Ah, ça y est, ça commence. Pas de paroles, que des gestes, une ambiance, on y est quand même. Waouh. Je ris. Je me surprends à murmurer le texte que je connais par cœur pour certaines répliques. Normal, je viens de le lire. On y est. Franchement, j'aurais pas cru. Mince alors. Franchement, le théâtre, ça me touche trop, quoi. J'ai les larmes aux yeux, je tremble, c'est trop, j'ai envie de pleurer, que ça ne s'arrête jamais. Les 3 actrices sont juste parfaites, c'est vraiment, vraiment top. Et quelle belle promotion pour le livre, et quel hommage à la grande petite Nadia Comaneci. Oh non, ça s'arrête déjà. Ah bah oui, elle nous avait prévenu que ça ne serait que la première partie. Heureusement que j'ai pris en note tout son laïus préliminaire, celui de la metteuse en scène, là. Je sais que la pièce sera terminée en avril, j'ai noté où est-ce qu'elle sera jouée, j'ai pris également note du nom de la troupe. Lumière dans la salle. J'applaudis. Je suis d'ailleurs la dernière à continuer à applaudir. Je me suis crue sous Ceausescu. Je crie bravo, je suis transportée. Ah là là, vivement la suite. Vivement que cette pièce soit enfin terminée, ce sera comme pour la version scénique des Cavaliers de Kessel. Je sais déjà que j'irai voir First Perfect plusieurs fois. Nous sommes maintenant conviés à nous retrouver tous dans le hall pour discuter avec la troupe, pour donner nos retours, parce que les artistes aiment échanger avec le public pour s'améliorer, savoir comment la pièce est reçue. Moi, je m'enfuis, trop d'émotions. Il faut que je reprenne mon souffle. Je pars comme une voleuse, une malpolie. Je jette un « encore bravo » et je pars. Je n'oublierai jamais le plaisir et l'enchantement que ce livre, puis ce début de pièce de théâtre m'ont permis de ressentir. C'est beau, l'art. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre ou d'aller au théâtre. Moi, je compte bien relire le livre avant chacune des représentations où je prévois d'aller. Aussi, il va falloir que je l'achète. En vous remerciant de m'avoir écouté, j'ai adoré partager avec vous ces miettes d'un quotidien doré par la douce littérature. Je vous souhaite à tous un merveilleux chemin et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau chapitre du Logos Club. Logos Club, mon journal audio. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère.